Donc bienvenue pour cette nouvelle session de l'Observatoire de la traduction automatique, qui est un dispositif créé par Atlas, donc l'association pour la promotion de la traduction littéraire, qui a été créé donc en décembre 2018 et qui vise à suivre l'évolution des performances des traducteurs automatiques en ligne, comme Google Translate, Istran, DeepL, face à un corpus de 40 grands textes de la littérature européenne. Donc ça, c'est le dispositif initial, parce qu'à ce moment-là, en 2018, il semblait crucial à Atlas de nourrir le débat public, caractérisé par des positions très divergentes, de données objectives sur les performances des machines en matière de traduction. Donc les deux premières éditions, en 2019 et en 2020, ont rapidement montré les limites de ce dispositif qui était centré sur des grands textes, puisqu'il plaçait les algorithmes face à des tâches hors de leur portée. Donc les progrès étaient difficilement observables, alors qu'ils sont réels, sur des textes moins sophistiqués qui relèvent également du champ de la traduction éditoriale. Donc toutefois, ces premières expertises ont permis aux linguistes, aux traducteurs, aux informaticiens-chercheurs invités de diffuser auprès du public concerné les bases d'une culture numérique en matière de traduction automatique et d'ouvrir les débats, les esprits, à la complexité du débat, jusque-là très polarisé par son traitement médiatique. Donc pour l'édition 2021, l'année dernière, nous avons rencontré des experts qui ont proposé un rapport différent à ces outils. Donc, par leur ouverture à des pratiques traductives mixtes, ils ont redonné sa pertinence à cette étude, puisque leurs interventions nous ont amenés à élargir notre dispositif vers d'autres outils que les systèmes de traduction généralistes et nous ont immergés dans de nouveaux usages qui sont déjà en cours, que ce soit dans la pratique du métier ou dans l'enseignement de celui-ci. Donc cette année, nous allons faire un petit zoom arrière et nous allons proposer en première partie un recadrage historique afin de raconter un peu le contexte dans lequel s'inscrit le développement des outils de traduction automatique, avec un retour sur la culture, l'idéologie de la Silicon Valley. Et ce recadrage sera suivi d'une discussion entre deux traductrices chercheuses. Donc je vous présente nos trois invités d'aujourd'hui, dont l'une sera traduite par notre interprète Valentine Leys. Donc, tout d'abord, Yael Amsalem, vous enseignez la théorie des organisations au sein du département de management à l'ESCP Business School. Vos recherches explorent les enjeux organisationnels et sociétaux posés par les nouvelles technologies, l'état d'esprit de la Silicon Valley et la transformation des formes de capitalisme. Vous êtes chercheuse invitée à l'Université de Berkeley et vous donnez un cours sur la Silicon Valley et les enjeux des nouvelles technologies à l'École nationale des mines de Paris. Vous avez également étudié la philosophie à l'Université de Paris-Sorbonne ainsi que le management en France et aux États-Unis. Laura Huro, vous êtes traductrice de l'allemand et professeure de français langue étrangère à Linz, en Autriche. Vous avez suivi un cursus d'études germaniques à la Sorbonne et vous êtes spécialisée en histoire des idées. Donc Laura Huro a développé le concept de slow translation et elle nous invitera à engager un processus de réflexion collective sur les effets à long terme de l'automatisation, de la traduction automatique. Voilà. Et enfin, Waltraud Kolb, vous êtes professeure assistante de traduction littéraire au Center for Translation Studies de l'Université de Vienne, en Autriche. Vous êtes docteur en littérature comparée. Vos recherches actuelles portent sur l'usage des outils numériques et de la traduction automatique dans le champ littéraire, et en particulier sur l'aspect cognitif de la traduction littéraire et des processus de post-édition. Donc voilà, nous allons ouvrir cet observatoire par un recadrage historique avec Yael Amsalem. À vous la parole. Merci Sophie. Bonjour, donc je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc comme l'expliquait Sophie, je suis doctorante en sciences de gestion à l'ESCP
Et donc j'écris ma thèse, et ma thèse porte sur la fabrique de la pensée entrepreneuriale issue de la Silicon Valley et fondée sur les nouvelles technologies. Et donc, en ce sens, je m'intéresse à l'état d'esprit qui existe derrière les nouvelles technologies. Et mon but dans cette table ronde, parce que j'ai un but dans cette table ronde, c'est de vous présenter la manière de penser qui existe derrière ces technologies. La technologie n'est pas neutre. En fait, il y a un état d'esprit qui est associé aux nouvelles technologies. Et en fait, les technologies, c'est un outil. Et il s'agit de savoir ce qu'on souhaite faire avec cet outil. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête avant de commencer cette session avec vous. Donc, afin de comprendre cet état d'esprit, je vais aborder 3 sujets. Tout d'abord, j'aimerais revenir au moment de la création de ces nouvelles technologies dans la Silicon Valley dans les années 60, puis voir les formes contemporaines que prend cette idéologie, et enfin aborder la question du soutien financier et politique. Pour comprendre, j'aimerais donc qu'on revienne tout d'abord dans les années 60, dans la Silicon Valley, lors de la création de la culture tech. Donc, parce que si on revient à notre sujet, donc l'idée de la traduction automatique, en fait, ça apparaît dans les années 60, dans un contexte de guerre. Le rêve alors, en fait, c'est de créer une machine qui déchiffrerait automatiquement les messages. Donc, c'est dans cette optique que le premier ordinateur de l'histoire a été créé. Mais donc l'idée que les technologies militaires, elles ont permis la création des ordinateurs, c'est une idée assez répandue. Ce qui est plus surprenant, et ce que des spécialistes de la région comme Fred Turner en fait expliquent, c'est que cette cyberculture, elle a fortement été influencée par la contre-culture des années 60. Pourquoi ? Quand je demande ça à mes élèves, je leur montre une image en fait de Burning Man et du siège d'Apple, et je leur demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je vous mets ces 2 images à côté. Donc Burning Man, en fait, juste pour vous expliquer, c'est un festival en fait qui a débuté dans les années 1986. On a un artiste, Larry Harvey, qui se dit tiens, je vais aller sur une plage à côté de San Francisco, brûler une figure de bois donc au bord de cette plage. Là, il y a des gens qui viennent. Chaque année, il y a plus de gens qui viennent, si bien qu'on se retrouve avec des centaines de gens en train de brûler donc un homme de bois sur la plage, et la ville de San Francisco qui leur dit bon, ça suffit, on peut pas être des centaines à brûler un homme sur la plage à San Francisco, il faut partir. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'associe avec la Cacophony Society, qui est un groupe d'artistes anarchistes. Ils vont dans le Black Rock Desert du Nevada, donc vraiment au milieu de nulle part. Ils tracent, enfin c'est ce que l'histoire dit, ils tracent une ligne dans le sol, et à partir de là, dans cette ligne, les règles qui s'appliquent dans notre société ne s'appliquent plus. Et eux, ils perçoivent ça en fait comme un espace de pure liberté. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Burning Man ? Pourquoi je vous raconte ça sur Burning Man ? C'est parce qu'en fait, à cette époque-là, la contre-culture et la culture tech, en fait, elles coexistent. Ça veut dire que ceux qui programment, ceux qui codent la journée, ils sont avec les gens de la contre-culture le soir. C'est les mêmes personnes. Il ne s'agit pas du tout de 2 mondes séparés. Pour vous dire, en fait, donc Burning Man, qui est à l'origine un lieu de la contre-culture, était un lieu en fait où la contre-culture et la culture tech se côtoyaient. Il y a Elon Musk même qui disait que la Silicon Valley, c'est Burning Man. Pour expliquer en fait le fait que c'est 2 mondes qui se mélangent, même si aujourd'hui Burning Man fait vraiment plus partie de la contre-culture, mais c'est pour expliquer en fait qu'à l'origine ces 2 mondes se côtoyaient. Et donc Burning Man, c'est un exemple, mais le fait que ces 2 cultures coexistent, ça a fait que les valeurs de la contre-culture ont infusé en fait la culture tech. Et donc là, en fait, on se retrouve par rapport à notre idéologie présente derrière les machines avec 2 éléments clés. Donc le premier, c'est qu'en fait, les nouvelles technologies, elles étaient perçues comme des outils de transformation personnelle. L'ordinateur était perçu comme permettant d'augmenter la puissance d'agir des êtres. Donc le Mac pour Steve Jobs, c'était une manière en fait de libérer les individus à l'origine. Et j'aime bien d'ailleurs cette citation de Stewart Brand de 1972. Prêt ou pas, les ordinateurs arrivent au peuple, c'est une bonne nouvelle, peut-être la meilleure depuis les psychédéliques. En fait, les ordinateurs sont perçus comme une sorte de nouvelle forme de LSD qui permet en fait d'étendre sa conscience. Et la deuxième chose, c'est que les nouvelles technologies doivent permettre de dessiner un nouveau monde, un nouveau pouvoir décentralisé alternatif à l'establishment, donc au gouvernement centralisé des États-Unis. Et elles ont vraiment été conçues comme un outil d'affranchissement. Et donc c'est quelque chose, et notamment par rapport à IBM à l'époque. Et donc c'est quelque chose en fait qui reste quand même marqué, même encore aujourd'hui, cet idéal de liberté. On le retrouve en fait dans des courants qui existent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, il ne s'agit plus seulement de libérer l'individu de l'oppression d'un État centralisé, mais bien d'anéantir toutes les contraintes possibles, y compris la limite ultime, celle de la mort.
Et c'est en tout cas le cœur de l'idée d'un courant qui est le courant transhumaniste. En fait, l'idée des transhumanistes, c'est que grâce aux machines, on va décupler nos capacités humaines. Pour reprendre Bostrom, qui est un des grands théoriciens du transhumanisme, on va éliminer le vieillissement et améliorer considérablement les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques humaines. Un courant transhumaniste extrême, c'est celui qui est porté par Ray Kurzweil, qui est aussi surnommé le pape du transhumanisme, et qui a en fait développé une théorie qui est la théorie de la singularité. Donc la singularité, pour lui, c'est le moment où les machines seront plus intelligentes que les hommes, et pour lui, on y arrivera dès 2045. Accessoirement, Kurzweil, il est directeur de l'intelligence artificielle chez Google. Et lui, il nous explique que dans environ 15 ans, Google fournira des réponses à nos questions avant même qu'on se les pose. Google nous connaîtra mieux que notre compagne ou que notre compagnon, et mieux que nous-mêmes probablement. Et en fait, dans ma thèse, j'étudie une université qu'il a créée, qui s'appelle l'Université de la Singularité, qui est une entreprise hybride en fait de la Silicon Valley, qui propose à la fois des programmes éducatifs, un incubateur d'entreprises, des services de conseil aux grandes entreprises. Donc, il a fondé ça en 2008 avec Peter Diamandis, qui est fondateur et président de la fondation X-Prize. Et en fait, son but, et donc là, je reprends les termes de Larry Page, donc qui est le dirigeant de Google, qui a dit ça lors de la réunion de lancement de la Singularity University. Son but, c'est de produire les entrepreneurs de demain capables de sauver le monde. Donc Google sponsorise cette organisation, et l'un des concepts clés qu'on trouve dans la Singularity University, c'est l'idée de moonshot. Qui a déjà entendu, est-ce que vous pouvez lever la main, qui a déjà entendu parler de l'idée de moonshot? Ok. Donc l'idée de moonshot, c'est une idée qui a été développée par Astro Taylor, qui est en fait le directeur de Google X. Donc Google X, c'est un laboratoire de Google. Il a longtemps été appelé le laboratoire secret de Google. En fait, en 2010, les dirigeants de Google se disent « Ok, on va former une nouvelle division et on va travailler sur des moonshots ». Et donc, leur idée, c'est de développer des technologies de science-fiction pour améliorer le monde. Et donc, en fait, ils théorisent en fait ce que c'est un moonshot. Et donc, quand on regarde donc la définition qu'ils en donnent, en fait, il y a 3 ingrédients si vous voulez faire un moonshot. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait un énorme problème dans le monde qui affecte des millions ou des milliards de personnes, que vous proposiez une solution radicale aux allures de science-fiction qui peut sembler impossible aujourd'hui, et cela grâce à une percée technologique qui nous donne une lueur d'espoir que la solution pourrait être possible dans les 5 à 10 prochaines années. Donc autant vous dire que dans Don't Look Up, Peter Sherwell est sur un moonshot. Et donc cette idée de moonshot et le vocabulaire des moonshots a complètement été imprégné dans la Silicon Valley. Moi, quand j'étais là-bas, j'avais même été voir un TEDx moonshot. C'est un terme c'est un peu l'objectif de tous les créateurs de start-up dans les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est de créer un moonshot. Et donc, pour une personne comme Astro Taylor, et là je le cite, créer le prochain Google et sauver la planète sont en fait essentiellement la même chose. Donc pour lui, en fait, il voit le fait de faire du profit et le fait d'avoir du sens en pleine synergie. Donc là, on a des succès économiques, on a Google qui sponsorise en fait ces courants-là. Et à côté en fait de ce succès économique de ces startups, en fait, on retrouve un soutien financier et politique considérable. Il y a plusieurs rapports en fait sur les nouvelles technologies qui ont été publiés. Le premier d'entre eux, c'est un rapport de 2002 sur la convergence NBIC. Alors, c'est quoi la convergence NBIC? Donc, la convergence en fait d'NBIC, c'est comme ça en tout cas que ça a été théorisé. C'est pour désigner en fait 4 évolutions simultanées dans les nanotechnologies. Donc, ça veut dire à la toute petite échelle. Les biotechnologies, donc tout ce qui est l'édition des gènes, l'informatique, donc ça c'est les ordinateurs, et les sciences cognitives. Les sciences cognitives, en fait, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, c'est nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, ça fait NBIC. Et en fait, pour eux, ces technologies convergent dans le sens où en fait des découvertes dans un de ces domaines sont utilisées dans un autre domaine pour renforcer en fait les découvertes que l'on peut faire. Et donc ce rapport de 2002, il a été publié par la NSF, qui est la Fondation nationale pour la science. En fait, la NSF, c'est une agence du gouvernement américain qui est destinée à soutenir financièrement la recherche scientifique. Donc c'est quand même un organisme public. Et en fait, on voit que dans les 2 auteurs, il y en a un, Ben Bridge, qui est transhumaniste. Et donc moi, j'ai analysé ce rapport, j'ai fait un mémoire sur ce rapport. Et en fait, si vous le lisez, vous y trouverez davantage un programme politique qu'une véritable analyse scientifique.
Leur but, en fait, c'est de convaincre le gouvernement américain d'investir dans ces nouvelles technologies. Mais quand vous le lisez, il vous décrit vraiment une société transhumaniste dirigée par des scientifiques entrepreneurs. Et on retrouve totalement des idées d'une personne comme Kurzweil. Donc, ce rapport a énormément fait parler, tellement fait parler que 2 ans plus tard, le comité de bioéthique américain, dont les membres sont nommés par le gouvernement américain, publie son rapport. Son objectif, c'est de nuancer ce premier rapport, mais ce qu'on voit, en fait, c'est que l'État américain investit quand même énormément dans les NBIC, et en fait, suite à ce rapport, crée la National Nanotechnology Initiative, donc un organisme qui vise, en fait, à favoriser l'investissement dans les nanotechnologies. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on voit que ce rapport a suscité une telle vague d'inquiétude en Europe que la Direction générale de la recherche européenne a immédiatement lancé des recherches là-dessus. Et donc, 2004, la Commission européenne lance son rapport sur le sujet pour alerter les responsables politiques. Le problème, c'est que ce rapport, je vous dis le nombre, il fait 68 pages, tandis que juste le rapport sur les NBIC, il doit en faire 400. Donc, on voit que c'est un document qui a, il n'a pas été relayé, il a été assez pauvre. Et donc 5 ans plus tard, c'est le Parlement européen qui publie son rapport sur le sujet. Et en fait, il y a des chercheurs comme Gilbert Ottois qui l'ont souligné. En fait, il se rapproche énormément du premier rapport américain. Et en fait, du coup, il achève d'asseoir la légitimité du transhumanisme au niveau européen et mondial. Et en fait, il reconnaît même que le rapport en fait de 2002, et il est parvenu à rassembler un nombre d'acteurs clés, donc les technoscientifiques de la NASA, les militaires de la DARPA, les industriels high-tech, les lobbies NBIC, et que du coup, en fait, il a gagné en poids. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, nous, on est français par rapport à la France. Donc, suite, en fait, à la publication de ces rapports, les gouvernements nationaux se sont intéressés au sujet. En France, on a le Centre d'analyse stratégique qui est rattaché au Premier ministre français, qui a organisé un congrès international de l'homme augmenté en 2010 à Megève. 2 ans plus tard, ils ont organisé un colloque à Paris de la science-fiction à la réalité. 2018, le rapport Villani sur les nouvelles sur l'intelligence artificielle. Et surtout, à partir de 2019, le plan Deep Tech. Donc Deep Tech, pour info, c'est comme les NBIC, c'est juste qu'en fait, ils ont utilisé un nouvel acronyme. Et donc l'État français a investi près de 3 milliards d'euros pour faire de la France une Deep Tech Nation. Donc ils ont lancé ça en 2019 et ils continuent en fait de soutenir ce projet. Donc on voit qu'il y a une prise en considération de ce phénomène par les élites politiques, couplée à un investissement massif des entreprises les plus puissantes dans ces nouvelles technologies. Donc, maintenant qu'on a vu ça, quelles sont les perspectives futures ? Donc, je me suis du coup intéressée à la traduction automatique et je suis tombée sur Thierry Poibeau, qui est un chercheur au CNRS et qui a publié l'ouvrage donc Babel 2.0, où va la traduction automatique, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se disait là-dessus. Et donc lui, en fait, il nous explique qu'on est passé de la traduction statistique à la traduction automatique, si bien qu'à présent, on est en train de réaliser ce rêve d'application de traduction simultanée. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vrai que même moi, j'en utilise. Il y a des applications de traduction simultanée, par exemple, sur Skype, mais il va falloir quelques années pour que ça fonctionne bien. Mais l'idée, c'est qu'en fait, je parle en français et que l'interlocuteur reçoit une version automatiquement traduite de ce que je dis. Je discutais ensuite avec Sophie, on discutait de Hugging Face. En fait, c'est une entreprise américaine qui développe des outils qui utilisent l'apprentissage automatique. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette entreprise, c'est qu'en fait, elle a un modèle communautaire. Ça veut dire que l'idée, c'est que les utilisateurs partagent en fait leurs connaissances. Et en fait, en 2021, elle a lancé un workshop avec plusieurs groupes de recherche pour publier un grand modèle de langage ouvert. Et en 2022, en fait, ça a abouti à la création de Bloom, qui est un grand modèle de langage multilingue avec près de 176 milliards de paramètres. Donc ça, c'est des perspectives qu'on retrouve maintenant. Mais moi, je me suis dit, voilà, mon terrain de recherche, c'est la Silicon Valley. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Silicon Valley ? C'est quoi le futur de la traduction automatique ? Et donc, je suis tombée sur Yves Lequin, qui est directeur des recherches en IA de Facebook, qui est aussi le père du deep learning, qui nous explique qu'il faut s'inspirer du biologique, en fait, de ce que fait la nature, pour pouvoir franchir en fait la prochaine étape. Mais pour cela, il faut beaucoup de données. Et en fait, ça m'a rappelé en fait une partie du rapport NBIC de 2002, donc j'ai étudié. Et en fait, la dernière partie de ce rapport, elle est consacrée à la modélisation du langage biologique, grâce à la convergence linguistique computationnelle, donc grâce à la traduction automatique, et à la chimie biologique. Et en fait, leur rêve, leur idée à eux, c'est de créer un langage biologique. Donc on est clairement dans un idéal transhumaniste.
Donc comment ça marche ? Leur idée, c'est d'intégrer des organes artificiels qui rempliront mieux les fonctions traditionnelles que les organes naturels et sains, voire même qui développeront peut-être d'autres fonctions. Et en fait, en exploitant les différences de langage entre les organismes, ça leur permettra en fait de développer de nouvelles luttes de stratégies contre les infections. Et donc, pour parvenir à cela, en fait, il faut cataloguer toutes nos connaissances via les ordinateurs. Aujourd'hui, pour eux, via les nanomachines demain. Et donc, leur rêve, c'est de développer une encyclopédie du vocabulaire et des règles du langage biologique. Voilà. Merci beaucoup pour cette perspective qui nous assomme, qui nous submerge. Voilà, donc moi, votre intervention, elle m'invite aussi à considérer le rapport entre usage des nouvelles technologies et rapport au temps, parce que c'est ce qui nous touche en tant que traducteurs. Quand on parle de traduction automatique, c'est aussi le rapport au temps. Donc Laura, selon vous, quel nouveau rapport au temps ces évolutions entraînent-elles, et quel est par conséquent leur impact sur le travail intellectuel ? Oui, alors bonjour, je suis ravie d'être ici aussi, et je m'excuse à l'avance parce que j'ai pas beaucoup l'habitude de m'exprimer à l'oral, alors je vais essayer d'être quand même le plus clair possible. Mais oui, moi je me suis beaucoup intéressée, je m'intéresse beaucoup au thème de l'accélération, mais au sens historique. Donc j'ai aussi un angle historique, mais sur le thème de l'accélération en général, parce que je pense que c'est clair pour tout le monde que la traduction automatique neuronale, donc celle qui a suivi la traduction automatique statistique, qui est beaucoup plus performante, elle est majoritairement utilisée pour faire des économies en allant plus vite. Donc c'est ce que j'ai appelé l'accélération des processus de traduction. Et dans mon travail, j'ai voulu montrer que cette accélération tombait pas du ciel, qu'elle s'inscrivait dans une continuité historique, parce que l'essor de l'intelligence artificielle en général, et donc de la traduction automatique, s'inscrit dans ce qu'on appelle communément la révolution numérique. Or, la révolution numérique, historiquement, c'est la même chose que la révolution industrielle. C'est quelque chose qu'on a tendance à occulter. En général, on sait parler d'eux, mais en fait, beaucoup d'historiens montrent que on est toujours en plein dans la révolution industrielle, ou ce qu'on pourrait appeler la civilisation industrielle. Et la révolution numérique, c'est qu'une nouvelle étape avec d'autres outils, etc. Et donc, je trouve ça intéressant par rapport à l'accélération et à toutes les conséquences que ça peut avoir, aussi bien sur la qualité du travail, sur le bien-être des gens qui travaillent, etc. Ça fait beaucoup de sujets, mais l'accélération avait déjà eu lieu en fait dans le monde de la traduction. Alors, ça concerne peut-être pas trop la traduction littéraire, mais par exemple, la traduction assistée par ordinateur. Ça avait déjà entraîné une accélération assez conséquente des processus. Voilà. Et donc, je trouve important de rester dans cette idée que la révolution numérique, c'est encore et toujours la révolution industrielle, même si c'est bizarre de dire ça. Parce que dès le début de la révolution industrielle, on a assisté à ce qu'on peut appeler une vraie mutation anthropologique. Rien que ça paraît beaucoup, mais dans le rapport au temps, en fait. La révolution industrielle a énormément accéléré le travail. Et donc, ça a vraiment totalement bouleversé le rapport au temps des gens. C'est quelque chose qui est difficile à imaginer parce que ça remonte à loin quand même. Mais ça a eu tout un tas de conséquences pour les ouvrières et les ouvriers. Et je trouve que c'est intéressant de faire ce parallèle parce que ce qu'il se passe aujourd'hui, en fait, c'est exactement la même chose. On pourrait simplifier en disant qu'à l'époque, ils ont voulu remplacer nos muscles par les machines, et maintenant, ils essayent de remplacer les cerveaux. Ça correspond un peu à ce que Yael disait. Et je pense que le parallèle, moi, me paraît intéressant pour s'interroger sur les conséquences possibles. Je pense qu'on peut s'inspirer des conséquences de la révolution industrielle pour le monde ouvrier, pour se demander ce qui va se passer ensuite. Je trouve ça important aussi parce que je pense que cette accélération va se poursuivre, ce qui n'est pas très optimiste, mais c'est-à-dire aujourd'hui on dit aux traducteurs et aux traductrices regardez, avec la post-édition c'est super, on peut travailler plus vite, alors travaillez plus vite. En général on leur demande pas vraiment leur avis,
Et je pense que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et plus, on nous demandera d'aller toujours plus vite, parce que c'est ce qu'il s'est toujours passé, en fait, depuis le début de la révolution industrielle. Et c'est un phénomène que le sociologue Hartmut Rosa, que certains connaissent peut-être, appelle la stabilisation dynamique. Et j'aime beaucoup ce mot. Il explique qu'en fait, on est tous et toutes contraints de danser de plus en plus vite pour rester sur place. C'est-à-dire concrètement pour survivre, en fait, économiquement, professionnellement, pour rester dans la compétition. Donc voilà. C'est pas très gai, mais je trouve ça important de le souligner. Et je pense que cette accélération... donc, je m'interroge beaucoup sur les conséquences de cette accélération sur le plan intellectuel. Donc là, on n'est plus dans le même sujet que le début de la révolution industrielle, où c'est le corps qui a été impacté énormément, en fait, par les machines, ce qui est assez mal connu en général. Et je m'interroge beaucoup sur ces questions parce que ce que les fournisseurs de traduction automatique oublient, je pense, à dessein de préciser, ou les gens de la Silicon Valley, c'est que les ressources cognitives sont limitées. Je me suis personnellement... je me suis beaucoup intéressée à cette question parce que... Est-ce qu'il y a des personnes qui font de la post-édition dans la salle ? Ouais, ok. Alors... Quand j'ai commencé à travailler, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui faisaient de la post-édition et qui disaient que c'était absolument épuisant cognitivement. Je ne sais pas si vous confirmez. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et je me suis intéressée au travail de Daniel Kahneman, qui est un psychologue très réputé, qui est spécialiste du raisonnement et de la prise de décision. Et Daniel Kahneman a montré que, en fait, les activités cognitives complexes sont effectivement très épuisantes pour le cerveau. C'est comme ça. Et c'est sans doute pour ça aussi que dans la Silicon Valley, ils aimeraient en fait arriver plus tard à un mix, parce que biologiquement, on va dire, c'est pas vraiment possible de suivre en fait la cadence. Au début de la révolution industrielle, il y a eu énormément de problèmes avec le corps. En termes de cadence, le corps humain ne suivait absolument pas la cadence des machines, ce qui a créé énormément de drames, accidents, etc. Et en fait, il se passe à peu près la même chose maintenant. Daniel Kahneman parle de pics intolérables pour le cerveau, et il fait une analogie avec le sprint, ce que je trouve assez intéressant. Il dit, ok, l'être humain peut faire des sprints, mais pas pendant 6 heures. Voilà. Et en fait, donc, Kahneman parle pas de la traduction, c'est moi qui pense que ça peut être intéressant de reprendre son travail. Je pense que pour le sprint, nous, on peut peut-être utiliser la comparaison avec l'interprétariat simultané, en fait. Les interprètes qui travaillent en simultané, ils vont pas interpréter pendant 6 heures, parce que ça marche pas pour le cerveau, il va exploser. Et pour finir, pour rester sur Kahneman, en fait, il explique que ce qu'on appelle en psychologie cognitive la surcharge mentale crée littéralement un court-circuit. En fait, il compare ça à un disjoncteur. Il explique que soit on fait une seule activité cognitive intense, même une seule, mais trop longtemps, ou alors plusieurs en même temps, ce qui n'est pas du tout conseillé. Il explique que le cerveau, il court-circuite comme si vous branchiez plusieurs appareils en même temps, ça marche pas. Et là où ça devient intéressant pour ce qui est de la traduction et de la qualité à attendre derrière, c'est qu'il explique aussi en fait que par exemple, si vous travaillez sur plusieurs choses en même temps complexes, le cerveau va reporter toute son attention sur un seul sujet et il va totalement occulter le reste. Et donc ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant, ce qui s'appelle la répartition de l'attention, parce que en fait, si votre cerveau reste bloqué, par exemple, sur la traque des biais de l'algorithme, par exemple, pour la traduction automatique, eh ben, il va devenir aveugle à d'autres choses. Voilà. Merci Laura. Justement, Waltraud, est-ce que vous pourriez nous parler des conséquences de la pression temporelle, vraiment spécifiquement sur la profession de traducteur, de manière un peu synthétique et générale, en premier lieu. Thank you, first of all, for inviting me here, despite the fact that I'm not able to communicate in French, and I apologize for that.
and I'm very grateful for Valentine by my side. I would like to first also talk about time, because Laura, you said that in non-literary translation, things have become very fast, and I think the same is true for international literary exchange, which has always also been accelerating over the past, I don't know, decades probably, especially if you work from English, because if you work from English, translate from English, publishers want the translation to come out ideally at the same time as the original, or maybe even earlier. I once had co-translated a non-fiction bestseller from English, and it came out in German even before the original, and I don't want to know how much the publisher paid for that. Donc, pour parler de la question du temps, Laura a évoqué le fait que cette accélération concernait surtout la traduction non littéraire, mais je pense que c'est aussi le cas dans la traduction littéraire, et où on voit notamment une accélération des échanges dans la traduction littéraire à travers le monde, en particulier pour les textes qui viennent de l'anglais, parce que de nos jours, les éditeurs ont tendance à vouloir que les textes sortent en traduction au même moment que le texte anglais, voire même avant. Moi, ça m'est arrivé de co-traduire un best-seller de non-fiction vers l'allemand, qui est sorti en allemand avant de sortir en anglais. So we can imagine that for publishers and for translators, machine translation might seem like the solution to deal with time pressure and to free themselves of these increasing time pressures. But we also know that machine translation alone doesn't do the trick. So we need human post-editing of machine translated versions. And the question therefore is really, is post-editing faster than human translation, or translation from scratch, as they like to call it in English? Et donc pour les éditeurs comme pour les traducteurs, la traduction automatique a pu apparaître comme la solution qui allait libérer les traducteurs des pressions temporelles liées au travail de la traduction et permettre de travailler toujours plus vite. Le problème, c'est qu'une traduction automatique ne suffit pas à traduire un texte, et qu'il faut donc l'intervention d'un humain qui intervienne en post-édition sur la version qui a été traduite par la machine. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça prend moins de temps de post-éditer un texte que de le traduire en partant de zéro? Researchers very much agree that yes, post-editing indeed is faster than translating, and I'm talking about research in literary post-editing. But it depends, of course, on a number of factors. It depends on the quality of the machine translation, which in turn very much depends on the language pair we are talking about. It depends on the type of text, and it very much depends on the person who is doing it. Alors, il y a des recherches, des études qui ont été faites par des chercheurs qui ont montré que la post-édition était en effet plus rapide qu'une traduction quand on a affaire à des textes littéraires, mais évidemment la rapidité va dépendre de différents facteurs. D'abord de la qualité de la traduction automatique, de la paire de langues qui est traduite, du type de texte auquel on a affaire, et évidemment de la personne qui effectue la traduction. Just a few numbers from one of my own studies. In one study, I asked 5 literary translators to translate a short story by Hemingway into German, and I asked 5 different literary translators to post-edit a machine-translated version generated by DeepL. And yes, the group of post-editors, there were 5 people in each group, they were faster on average. But if we look at the details, we can see that there is a very high degree of variation between the individual people, the participants. For example, the fastest translator did it in 1.5 hours, and the slowest, so to say, she spent more than 5 hours on translating the same story. The post-editors, the fastest was she also spent 1.5 hours, so just like the fastest translator. And the slowest was just below 3 hours. So there was less variation among the post-editors and more variation among the translators.
Donc pour cette étude, j'ai effectué une étude moi-même pour comprendre cette question de la vitesse, où j'ai demandé à 5 traducteurs de traduire une nouvelle d'Hemingway vers l'allemand, et j'ai demandé à 5 autres post-éditeurs de travailler sur, de post-éditer une traduction qui avait été faite sur DeepL. Et donc ce que cette étude a montré, c'est que oui, en effet, les post-éditeurs travaillent plus rapidement que les traducteurs, en moyenne, mais il y a des grosses variations, et quand on regarde le détail, on s'aperçoit qu'il y a des grandes variations d'un individu à un autre. Dans le cas des traducteurs, la personne la plus rapide a mis 1h30 à traduire la nouvelle, la personne la plus lente a mis 5 heures, et en post-édition, la personne la plus rapide a aussi mis 1h30, donc a mis finalement autant de temps que la personne qui traduisait le plus vite, mais la personne la plus lente a mis 3 heures. Donc on voit qu'en post-édition, on a moins de variations d'un individu à l'autre que l'on rencontre en traduction. And there is one more question, of course, and this is what kind of final target text we aim for, because we might just aim for a target text that is correct, that is idiomatic, or we aim for a target text that sort of carries our own voice as translators, with which we can identify and put our name below it. And this also, of course, has a great impact on time. Et un autre facteur qui est décisif, c'est quel est le type de texte cible que l'on cherche à obtenir au bout du compte. Est-ce qu'on cherche à obtenir un texte qui est correct, qui est idiomatique, ou bien est-ce qu'on cherche à retrouver la voix du traducteur, notre propre voix en tant que traducteur, et obtenir un texte que l'on peut assumer, auquel on peut s'identifier et qu'on peut signer de notre nom. Donc justement, Waltraud, par rapport aux recherches que vous avez faites sur la post-édition, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu vos conclusions quant au nouveau type d'effort cognitif que celle-ci requiert, en entrant un peu plus dans le détail, justement, et en lien avec ce dont parlait Laura aussi. Oh, yeah, okay. First, let me just briefly say that people who do research on post-editing, they like to look at 3 aspects. One aspect is time, of course. One aspect is what they call technical effort, which basically means how much typing is involved. And as we can expect, less typing is involved in post-editing, so that's not really that interesting. And then the interesting aspect, of course, is the cognitive. So how are the cognitive processes in translation different from the cognitive processes involved in post-editing? And how does that impact the target text? Les gens qui étudient la post-édition, en général, ils regardent 3 aspects, 3 types de facteurs. D'abord, évidemment, le facteur temps, comme on l'a vu. Ensuite, le facteur de l'effort technique, qui concerne principalement la quantité de signes qu'on va taper, d'efforts qui est consacré à taper le texte. Donc, évidemment, en post-édition, on travaille moins avec les doigts, on tape moins de texte. Et troisièmement, on regarde les aspects cognitifs, c'est-à-dire comment, quels sont les processus cognitifs qui sont engagés en traduction et en post-editing, et comment est-ce que ça impacte le texte qu'on a à l'arrivée. And my own findings from my study are actually very much in line with what Laura said about mental overload, about distributing our cognitive resources, which are limited, of course. And if we post-edit, we have to cognitively deal with 3 texts instead of 2 when we just translate. So we have to distribute our cognitive resources differently, and because our task as post-editors is to correct, improve a text that is already there, our primary focus will be, of course, on the machine translation, which means that at the same time we spend less we pay less attention to, we focus less on the source text, on the source text's author's choices, for example. Et donc l'étude que j'ai faite, mais finalement ce que j'ai trouvé, ça correspond assez bien à ce que Laura a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on observe cette notion de surcharge mentale. Et la question de la distribution des ressources cognitives, puisque les ressources dont on dispose sont limitées. Quand on travaille en post-édition, on a affaire à 3 textes différents
contrairement à la traduction où on a affaire à 2 textes, la source et la cible. Donc comme on a affaire à 3 textes, on distribue nos ressources cognitives différemment de ce qu'on ferait en traduction. Puisque le travail en post-édition est d'améliorer la version qui a été produite par une machine, notre attention est avant tout concentrée sur le texte qui a été produit par la traduction automatique. Et donc on paye... Par conséquent, on fait moins attention au texte source, au texte de l'auteur et au choix de l'auteur du texte source. So, when we translate, we most intensely engage with the source text and its author while we do the first draft. Because as we read, we co-create, we could say, the meaning of the literary text. And all literary texts are full of ambiguities, they're full of gaps that we need to fill, that we need to interpret. And Sasha Silberfarb yesterday, I think he very nicely said that interpreting has 2 meanings, actually, not just understanding, but also playing, if I understood him correctly. And this is linked to this co-creation of meaning that is involved in reading. Quand on traduit, on est plus en contact avec le texte source, avec l'auteur du texte source. En général, quand on fait un premier jet d'une traduction, on est vraiment au plus près de la source. La lecture, en fait, la traduction comme la lecture, c'est une co-création. C'est un travail de co-création où le lecteur va remplir les trous qui sont dans le texte et interpréter, se livrer à un travail d'interprétation pour compléter le sens. Hier, on a entendu Sasha Silberfarb qui a parlé du double sens du mot interpréter, qui à la fois veut dire traduire et à la fois veut dire jouer un morceau de musique. Et ça reflète bien ce processus de co-création qui s'opère à ce moment-là. And if we post-edit, we don't have to provide a first draft or do a first draft ourselves, but it's provided by the machine. So the machine also gives us the first interpretation of this text. And for post-editors, it's very difficult to resist this priming, as it's called, meaning that we often accept the suggestions made by the machine without considering that there might be alternatives. And that's true on all kinds of levels, from the lexical to the syntactical level, until even constructing or reading, interpreting scenes in the story, what's happening in the story. And I have an example if there is time. Quand on est en post-édition, on n'a pas de premier jet puisque c'est la machine qui va livrer ce premier état du texte. Et donc cette première lecture, cette première interprétation du texte qui est traduit. Et donc c'est ce qu'on appelle le priming, le premier jet, le premier état du texte. Ça crée des difficultés parce que la personne qui travaille en post-édition a tendance à accepter par réflexe les propositions de la machine plutôt que de considérer des alternatives possibles. Donc ça affecte ça s'applique sur des choix de lexique, des choix de syntaxe, et aussi ça peut être sur l'interprétation des scènes, de ce qui se passe dans l'histoire que l'on traduit. Je vais vous donner un exemple de cela. Can I give an example? Okay. So, very short example, a sentence taken from the Hemingway text. Luce sat on the bed. Luce is the name of the female protagonist. Now, the problem is that the verb sat in English is ambiguous. It can mean either that Luce has been sitting on the bed for some time already, or it can mean that she is in the process of sitting down this very moment. And interestingly, the 5 translations, they give us both alternative readings of this scene. And of course, the way, depending on how we read this scene, it makes a difference for the story. But the 5 post-edited versions are the same because all post-editors accepted the suggestion made by DeepL, which is correct. It's not a question of a mistake or not a mistake, but they just took what DeepL supplied. And the interesting part is that they did at no point hesitate or consider that there might be a different way to read this whole scene.
Alors, par exemple, pour la nouvelle d'Hemingway sur laquelle on a travaillé pour l'étude que j'ai faite, il y a cette phrase « Luce sat on the bed ». Luce s'est assise. On peut le comprendre comme Luce s'est assise sur le lit, ou bien Luce était assise sur le lit. Donc deux sens différents qui donnent une inflexion différente à la scène qui est représentée. Et ce qui est intéressant, c'est que les 5 traductrices qui ont travaillé sur ce texte ont fait différents choix. Donc certains ont choisi s'est assise et d'autres étaient assises. Et donc ça, encore une fois, ça modifie le récit qui est en jeu. Et alors que les 5 personnes qui ont travaillé en post-édition ont tous rendu la même version qui était basée sur la suggestion de DeepL. Et donc sans aucune hésitation, c'est pas que c'était incorrect, il n'y avait pas d'erreur forcément, mais sans hésitation, ils ont tous gardé la suggestion qui était faite par DeepL. Oui, donc c'est vraiment là un exemple éclatant de vers quoi nous conduit la post-édition, une forme d'acceptation aussi. Et justement, Laura, vous, quelle est votre expérience et quelles sont vos observations quant à la post-édition? Est-ce que vous l'avez déjà pratiquée ou est-ce que vous avez une réflexion sur cette pratique? Oui, alors moi, quand j'ai entendu des traductrices et des traducteurs, comme je disais, parler de l'épuisement cognitif lié à la post-édition, j'ai eu très très envie d'essayer. Donc j'ai tout fait pour trouver de la post-édition. Je l'ai fait uniquement en technique. Je l'ai fait pendant plusieurs semaines, mais seulement en technique. Je l'ai fait dans de très bonnes conditions en plus, financièrement, je veux dire. C'était plutôt bien payé, je m'en suis bien sortie, rapporté au taux horaire. J'ai pas facturé à l'heure, mais je m'en suis plutôt bien sortie. Ceci dit, j'ai trouvé ça absolument épuisant, effectivement, et aussi inintéressant. Et surtout, j'étais pas très contente de la qualité finale. J'ai pris mon temps, etc. Parce qu'encore une fois, c'était des bonnes conditions, mais j'étais pas totalement satisfaite de la qualité. Je me suis interrogée sur les différences. Est-ce qu'effectivement, il y a des différences quand on traduit soi-même ou quand on post-édite? Et donc, je me suis plus largement interrogée sur les biais. Alors, tout ça, ça reste des questions ouvertes parce que moi, j'ai pas fait d'études sur le sujet avec des étudiantes, des étudiants. Mais pour revenir sur Kahneman, le psychologue Kahneman insiste souvent sur le fait que les êtres humains sont de piètres statisticiens. Et il dit même que les statisticiens aussi sont de piètres statisticiens parce que la pensée humaine n'est pas faite pour penser de manière statistique. Je trouve que c'est intéressant, ça pose déjà plein de problèmes parce qu'en fait la traduction automatique neuronale est basée sur des modèles statistiques. Yael a parlé du modèle précédent qui était la traduction automatique statistique, mais en fait la neuronale aussi est basée sur des modèles statistiques, c'est juste beaucoup plus complexe. Donc déjà, je m'interroge sur les difficultés que ça pose de travailler avec un système statistique si on n'est soi-même pas capable de penser vraiment de façon statistique. Bon, bref. Et Kahneman, dans son travail, parle notamment... alors, il s'est penché sur de nombreux biais cognitifs qui ont un nom, en fait, les différents biais cognitifs ont un nom, et il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, notamment par rapport à ce qu'a dit Waltraud, c'est le biais d'ancrage. Et le biais d'ancrage, c'est précisément cette immense difficulté à se départir d'une première impression. C'est quelque chose qui existe vraiment. Kahneman est très clair sur le fait, je cite, qu'il restera toujours un biais en faveur de la première impression. Et donc je trouve ça vraiment intéressant par rapport à la post-édition, en particulier en littérature, parce que ça pose encore, c'est quand même autre chose que la traduction technique. Et je m'interroge en particulier sur l'impact que ça a sur la créativité. Waltraud en a parlé, des conséquences qu'elle a elle-même vues. Daniel Kahneman dit que la créativité est déjà assez mise à mal par la pression cognitive. Donc, si vous rajoutez d'autres choses problématiques pour la créativité, ça fait beaucoup, je trouve. Et je pense, en tout cas, moi j'ai vécu ça avec la post-édition depuis l'allemand. J'ai trouvé que c'était extrêmement difficile de lutter contre les germanismes, par exemple, parce qu'en post-édition, alors il y a beaucoup de biais algorithmiques en post-édition. Il y a des omissions, il y a des contresens, etc. Mais oui, il y a aussi des anglicismes, des germanismes, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que
Peut-être que certaines personnes le savent, mais les systèmes actuels de traduction automatique neuronale misent énormément sur la fluidité. C'est vraiment le point central, la fluidité quitte à ce qu'il y ait des omissions, etc., etc. Et cette fluidité crée ce qu'on appelle en sciences cognitives une aisance cognitive. L'aisance cognitive, c'est cette sensation très agréable qu'on a quand on est face à quelque chose de familier. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est pas seulement intellectuel d'ailleurs, c'est quelque chose qui est présent chez les animaux aussi en fait, parce que un environnement familier crée de la sécurité, un sentiment de sécurité qui est assez utile normalement pour survivre dans la nature. Donc, bref. Mais donc voilà, je pense que la fluidité créée par la traduction automatique neuronale crée une aisance cognitive contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter et qui peut entraîner énormément de biais. Et notamment, donc j'ai cité la reprise, par exemple, des anglicismes et des germanismes. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment eu du mal à lutter contre les germanismes. Et du coup, à plus long terme, parce que je m'intéresse beaucoup aux conséquences à long terme, même si c'est des questions qui restent complexes, je m'interroge beaucoup sur la perte de qualité et de compétences, aussi bien traductionnelles que rédactionnelles. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, je l'ai précisé au début, je trouve l'angle pris avec la révolution industrielle intéressant, parce qu'en fait, la question de la qualité et des compétences, c'est une question qui se pose depuis le début de la révolution industrielle. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément selon le monde dans lequel on vit, les gens qu'on fréquente, etc. Mais c'est quelque chose qui est réel. J'ai découvert récemment à ce sujet le travail du sociologue américain Richard Sennett. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a fait quelque chose d'intéressant. Il a fait une enquête auprès de boulangers à Boston à 25 ans d'intervalle, mais dans la même boulangerie, pour voir comment l'évolution du monde et les changements qui se sont opérés dans le monde du travail, dans le management, etc., comment ça a influencé le travail des boulangers, mais aussi leur rapport au travail, en fait, puis leur rapport entre eux, enfin, beaucoup de choses. Et avec les boulangers du deuxième groupe qui ont un travail très différent, en fait, puisqu'ils appuient beaucoup sur des boutons au lieu de faire du pain. Ils appuient sur des boutons pour pétrir, ils appuient sur des boutons pour plein de choses. Et il dit littéralement, à force de travailler ainsi, les boulangers ne savent plus vraiment faire le pain. Et donc, je m'interroge sur... bien sûr, ce sont des métiers différents, mais je pense que, globalement, la béquille technologique pose toujours cette question de la perte de qualité et de compétences, et que c'est vrai aussi pour le domaine intellectuel. Voilà, et après donc, cette observation, on peut aussi maintenant évoquer rapidement l'impact réel de ces nouvelles manières de travailler en termes d'éthique, en fait. Donc, est-ce que vous voulez parler ? C'est une forme d'aliénation, en fait, qui s'instaure. Oui, alors je vais encore rester sur... je suis désolée, mais c'est cette idée de révolution industrielle, révolution numérique. Je m'intéresse beaucoup au thème de l'aliénation, que je préfère au thème de bien-être, parce que le terme bien-être, il est un peu vide. Enfin, en tout cas, il est moins politisé, on va dire. Je pense que la révolution numérique va créer pour beaucoup de professions, dont la nôtre, une aliénation massive, c'est pas très gai, je suis désolée, des professionnels en fait, de la même manière qu'avec la révolution industrielle, il y a eu une aliénation massive des travailleurs et des travailleuses, parce qu'ils se sont retrouvés totalement incapables de gérer leur outil de travail. Je pense que la traduction automatique neuronale, si on décide de l'utiliser soi-même, c'est pas un problème, on en fait ce qu'on veut, c'est un peu comme tout, on décide on joue avec, ah tiens, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que dit DeepL ? Je sais pas. Mais si elle est imposée aux traductrices et aux traducteurs, ce qui, je pense, se passe beaucoup quand même, ça pose vraiment des questions en termes d'aliénation. Et pour rester sur la qualité, je me demande aussi si l'aliénation n'a pas un impact sur la qualité, parce que encore une fois, ça reste une question ouverte, mais on peut se demander, est-ce que c'est vraiment possible de créer un travail de qualité quand on travaille dans des conditions aliénantes ?
Parce que l'aliénation, ça crée plein de problèmes. Ça crée les problèmes de notre propre rapport au travail. Est-ce que je prends plaisir à travailler? Est-ce que je suis de bonne humeur? Est-ce que je me sens engagée avec le texte, avec l'auteur, comme Waltraud l'expliquait? À ce sujet, je trouve intéressant que, pour revenir à lui encore et toujours aussi, le sociologue Hartmut Rosa explique que l'accélération des processus de travail, l'accélération des relations sociales, l'accélération en général, parce qu'il travaille beaucoup sur ce sujet. Il a écrit un livre qui s'appelle Aliénation et accélération, c'est assez clair. Selon lui, l'accélération est responsable du phénomène de burn-out, qui est quand même quelque chose d'assez important depuis quelques années. Donc c'est pour ça que je m'interroge là-dessus. Et aussi plus largement, et là je trouve la question encore plus compliquée, mais ça m'intéresse, je me demande, je pense que tout ça entraîne la question de l'acte d'écriture. Je pense qu'en fait, il importe aussi de savoir qu'est-ce que c'est écrire, parce que traduire c'est aussi écrire. Et Hartmut Rosa, qui fait du travail de sociologie mais aussi de philosophie, explique que l'acte d'écriture ne dépend ni de notre volonté, ni de nos efforts. Alors lui, il appelle ça l'indisponibilité, je crois. Et donc il dit que l'acte d'écriture n'est pas quelque chose de disponible. Ça veut dire que je ne peux pas appuyer sur un bouton et dire maintenant j'écris. Donc si je travaille dans des conditions aliénantes, ça peut potentiellement être compliqué. Voilà. Et Waltraud, quelles sont une petite liste d'impacts éthiques d'observation? Yeah, well, I very much agree with Laura that alienation is a big issue, because I think that literary translators' reluctance to do post-editing does not only have to do with their fear that they might get paid less or lose their jobs, which is an issue, of course, but I think it also has to do with that maybe they feel that it might impact their self-image, it might impact what they think they are. We could ask ourselves if post-editing is worth as much as translating, or is it something lesser, of a lesser status, lesser quality, lesser value? Are we still translators if we post-edit? Oui, je suis d'accord avec Laura. Je pense que cette question de l'aliénation, elle est très importante. Je pense que si on regarde la réticence qu'expriment beaucoup de traducteurs et traductrices vis-à-vis de la post-édition, elle ne vient pas seulement de la crainte d'être moins bien payé ou de perdre son travail, elle vient aussi du fait que la post-édition a un impact sur la perception de soi qu'ont les traducteurs, comment ils se représentent leur métier et ce qu'ils font. Est-ce que la post-édition a la même valeur que la traduction? Est-ce qu'elle a un statut? Elle a plutôt un statut plus bas en termes de valeur, de qualité. Et les traducteurs qui travaillent en post-édition peuvent se demander s'ils sont encore des traducteurs. Merci. Donc, pour conclure, je vous ai pas demandé, Yael, si vos recherches vous ont conduite à repérer un discours sur l'éthique qui est conjoint à toutes ces recherches, parce qu'il y a forcément une forme de discours qui veut défendre ce gros tsunami un peu ravageur quelque part. Donc, est-ce que vous avez repéré des discours sur l'éthique qui sont associés à ces transformations, et parce qu'on a quand même vu des personnels haut placés, des GAFAM qui sont partis en courant, assaillis par le sentiment de culpabilité de ce qu'ils avaient pu faire. Donc, j'ai vu des discours sur l'éthique. Je dirais qu'il y a deux types de discours sur l'éthique. Le premier, c'est ce dont vous parlez, donc les hauts placés des GAFAM. Je crois qu'il y a eu un documentaire sur Netflix, sur nos écrans de fumée, où on voit la personne qui a créé le bouton like expliquer qu'elle se sent très coupable d'avoir inventé ce bouton, parce qu'en fait, tous les psychologues montrent qu'il y a une forme d'aliénation, comme vous l'avez dit, qu'il y a une forme d'addiction. Antonio Casilli, qui est chercheur chez Télécom, je crois qu'il parle même de nouvelles manières de subordination des individus avec ces outils. Et donc, il y a une condamnation. Il y a même, les dirigeants de Facebook, Google, des GAFAM qui ont créé un partenariat sur l'intelligence artificielle. Mais là, en fait,
on rentre en fait dans ce que j'appellerais en fait la seconde partie, le second point, qui pour moi en fait c'est une condamnation de ce qui se passe pour pouvoir mieux le vendre en fait. C'est une sorte d'instrumentalisation. Dans mes recherches en fait, j'ai étudié la Singularity University. Donc j'étais dans la Silicon Valley, il y a eu le Covid, et donc ils ont dû faire ça en ligne. Et donc en fait, le Covid, ça a été une manière de montrer un peu comment est-ce qu'ils concevaient les nouvelles technologies, quel était leur rapport. Et ce qui était intéressant, c'était de voir comment est-ce qu'il y avait une condamnation de la manière dont un pays comme la Chine utilisait ces nouvelles technologies, tout en expliquant comment est-ce que il fallait au contraire développer d'autres nouvelles technologies pour nous permettre de lutter plus efficacement contre le virus. Donc, moi, je vois cette manière de condamner en fait ces nouvelles technologies comme une manière aussi de faire mieux accepter ces nouvelles technologies-là, en essayant de trouver un discours peut-être un peu plus éthique. Alors, si on trouve un discours plus éthique, c'est quelque chose de tout à fait souhaitable, mais je pense que il y a une forme d'instrumentalisation quand même. Ouais. Voilà. Et donc pour finir, comment chacune vous voyez l'avenir, qu'est-ce que en termes de si un avenir est possible, voilà, on a peut-être encore quelques heures devant nous. Waltraud. Okay, I can start. Laura talked about quality, and I think if we think about quality, we have to ask ourselves the question whether maybe maybe using post-editing on a large scale might, in the long run, promote a sort of normalization or standardization of our literary language. At the same time, I think that it will happen for certain segments of the book market, for certain types of books. And I also think we should not condemn machine translation outright, because it might also have its uses, its advantages in a more general way. For example, it might give publishers a tool to get to know new literary writing from languages that they wouldn't have access to, or it gives authors from smaller languages the possibility to send in samples of their work to international publishers. So it could open up the door to more literary exchange between languages where otherwise it would not happen. And one thing that I think is very important in our dealings with publishers is that we insist that post-editing is not done by monolingual post-editors, but actually by literary translators. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Laura sur la question de la qualité. En fait, la question, c'est est-ce que l'utilisation de la post-édition à une grande échelle et sa généralisation ne va pas conduire à une normalisation, une standardisation de la langue littéraire. Je pense que c'est quelque chose qui va se produire très certainement, en tout cas dans certains segments du marché du livre, pour certains types de livres, c'est sûr. Mais par ailleurs, peut-être qu'on pourrait réfléchir au fait que la traduction automatique n'est pas forcément systématiquement condamnable et peut aussi avoir des utilités et apporter des avantages. Par exemple, ça peut permettre, c'est des outils qui peuvent permettre à des éditeurs de découvrir des textes dans des langues plus rares, des textes auxquels ils n'auraient pas accès. Ça peut permettre à des auteurs qui écrivent dans des langues rares d'envoyer des échantillons de leurs textes à des éditeurs à travers le monde en utilisant ces outils. Donc ça peut être aussi un vecteur d'ouverture sur des échanges littéraires avec d'autres langues et de découverte littéraire. Je pense que ce qui est important à l'heure actuelle quand on a affaire à des éditeurs qui proposent de travailler en post-édition, c'est d'être attentif au fait que la post-édition soit effectuée par des traducteurs et pas par des éditeurs, pas par des relecteurs monolingues, unilingues, de la langue cible en tout cas, et que ça reste des traducteurs qui fassent ce travail. Laura.
Alors, moi, je suis totalement d'accord avec Waltraud sur la segmentation du marché. Je pense que c'est ce qui va se passer parce que c'est ce qui se passe pour absolument tout. Donc, je pense que le marché va être scindé en un gros marché low cost et un marché high quality, on pourrait dire en mauvais français. J'ai, comme Sophie l'a dit au tout début, j'ai proposé le concept de slow translation parce que, alors je m'intéresse beaucoup au mouvement slow en général. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement slow. Il est né en 1989 avec le mouvement slow food en Italie. Qui n'était pas vraiment quelque chose de marketing à la base, parce que c'est devenu très marketing, le slow en général, après. Mais le slow food en Italie, c'est né vraiment en réaction contre les fast-food. Et ça a bien marché, en fait. Et ça a tellement marché que ça a créé plein de slow trucs. Et honnêtement, il y a une grosse récupération marketing derrière. C'est pas le cas de tout. Le slow food, ça reste très très bien. Il y a des choses vraiment géniales comme la slow science. Je sais pas si vous connaissez. Alors la slow science, je trouve c'est particulièrement intéressant pour nous parce que c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce que je voulais proposer avec la slow translation. La science est soumise aussi à une accélération énorme en fait du travail. Il y a une compétition extrême pour publier des articles, etc. Ce qui bien sûr a des conséquences assez moches sur la qualité. Donc certains scientifiques ont développé ce qui s'appelle la slow science, qui est quelque chose de vraiment très bien. Donc voilà, version marketing, il y a aussi le slow management, la slow cosmétique, le slow tourisme. Ça m'intéresse moins, mais donc je trouvais que c'était intéressant de proposer ça parce qu'en fait ça marche plutôt bien le mouvement slow. Par contre, pour être honnête, le mouvement slow ça reste un mouvement de niche. Je trouve quand même que c'est important de le dire. Le slow food il n'a pas fait disparaître le fast food. Et c'est pour ça que quand je vous disais que je m'excuse de ne pas être très positive, mais je trouve que c'est mieux d'être honnête. Voilà, je pense que c'est intéressant, mais si ça marche, ça restera nécessairement une niche face au low cost, qu'on retrouve de toute façon dans toutes les professions. Mais je trouve que c'est bien. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant de me poser un nom là-dessus parce qu'en fait, ça permet de se positionner et plus largement aussi d'informer nos donneurs d'ordre, les maisons d'édition, le grand public aussi, d'informer les gens sur tout ce qu'on vient de dire. Par exemple, sur les effets délétères de l'accélération en général, sur toutes les conséquences que ça a, aussi bien sur la qualité que sur l'aliénation, etc. Et il y a un autre domaine que j'ai pas du tout évoqué ici et auquel je commence doucement à m'intéresser, donc je gère très très mal, mais je le dis quand même. Je pense par exemple que un thème qui est important et qu'il faudrait aussi porter auprès du public, c'est l'environnement, parce qu'en fait la pollution numérique c'est une catastrophe, mais c'est quelque chose de très compliqué parce que de toute façon on sait même pas la mesurer en fait. Ceux qui travaillent là-dessus, qu'est-ce qu'on calcule? Est-ce qu'on calcule la production? Est-ce qu'on calcule tout ce qui est, comment ça s'appelle? Les data centers, parce que en fait, l'intelligence artificielle requiert d'énormes data centers partout, qui nécessitent des systèmes de refroidissement énormes parce qu'ils chauffent. En même temps, la planète chauffe en même temps, donc ça devient compliqué. Ils sont en train d'en mettre au pôle Nord parce que c'est plus pratique, etc. Donc ça, je gère pas spécialement, mais c'est un sujet aussi sur lequel j'aimerais travailler. Et je pense que la slow translation, ça peut être une réponse à ça, mais après, c'est pas magique. Je pense pas que ça va changer le monde. Non, mais très bien, merci. On pourra en reparler l'année prochaine, si on est toujours là. Et donc, je ne sais pas si on a le temps de questions. Est-ce qu'on peut prendre 2 questions dans le public? Donc, si quelqu'un a envie de parler, oui. Bonjour. Pour revenir sur l'exemple que vous donniez de la nouvelle d'Hemingway, en disant que finalement tous les 5 ceux qui faisaient la post-édition avaient tous choisi la suggestion de la machine, je me demande si c'est pas aussi un des intérêts que peuvent avoir les éditeurs avec ça, comme si on n'allait plus se tromper en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une bonne version, la version de la machine, qu'après on va améliorer. Mais je remarque qu'il y a toujours un peu un soupçon
sur le traducteur, est-ce que le traducteur ne se trompe pas? Parce qu'après tout, c'est vrai, on est humain. Mais c'est une question, moi, qu'on me pose souvent, que les lecteurs me posent souvent. Qui te corrige? On me pose très très souvent cette question. Qui te corrige? Est-ce que quelqu'un te corrige? Est-ce que quelqu'un te relit? Parce que c'est comme si c'était angoissant pour un lecteur de se dire qu'en fait, il était entre nos mains et que si on a faux, il va lire quelque chose de faux. Et je me demande si, outre le gain de temps, il n'y a pas aussi cette idée que on va être cadré par une bonne traduction au départ. Oui, entre guillemets. I'm not quite sure that I understand your question about good and bad translation and monitoring. Did you want to say that using machine? It's kind of reassuring for the publisher, the use of machine translation. So the use of machine translation would be reassuring for the publisher. That is an issue, yes. That might actually be the case. But it also is connected to the question, how do we declare it? You know, will it be written in the book, not translated by XY, but will it be written, translated by DeepL and post-edited by someone? Would we have to declare that? And the whole copyright situation is completely unclear. But you're right about this idea of, I don't know, equality check for some people, yeah. Oui, je suis d'accord. Oui, ça peut être une question. Effectivement, cette question de la surveillance de la qualité du travail des traducteurs. La question qui se pose aussi, c'est tout simplement comment, quand un texte est produit en post-édition, comment est-ce qu'on le déclare? Est-ce qu'on écrit traduit par X ou Y? Est-ce qu'on écrit traduit par DeepL avec une post-édition faite par un tel? Ça pose aussi évidemment des questions de droit d'auteur, puisque pour l'instant, tout reste dans un flou absolu en termes de droit d'auteur. Mais donc oui, c'est vrai que la question se pose. On peut prendre une autre question. Une dernière question, ouais. J'en profite pour dire qu'à la fin de la table ronde, il faudra sortir de la salle et puis re-rentrer pour ceux qui restent pour la conférence de traduire la rime par la rime ou pas. Merci. Vous disiez que le bon côté de DeepL, c'était de permettre à des auteurs de langue peu traduite de se faire connaître. Mais ce qui risque pas, ces éditeurs, enfin, en recevant ces textes, d'avoir l'impression de lire toujours plus ou moins la même soupe, traduite par le même ordinateur. Donc, est-ce que c'est vraiment un intérêt ? Well, I think it depends, but I think many publishers will just want to know what certain books are about. They will want to know about the storyline and maybe have a short sample. And in fact, I know that authors in Croatia are doing that quite a bit, that they have samples of their work machine translated into English and then send it to international publishers who then ideally would commission the translation from a human translator, of course. Je pense que très souvent, les éditeurs, ce qu'ils attendent de voir, c'est quand ils reçoivent un échantillon, c'est de quoi parle l'histoire et avoir une indication du sujet du livre. Donc dans ce cas-là, ça peut être utile. Je sais que par exemple, en Croatie, je connais pas mal d'auteurs qui utilisent des traductions automatiques pour traduire des échantillons de leurs textes et les envoyer à des éditeurs anglais. Ou des éditeurs dans le monde entier. Et donc, évidemment, ensuite, une fois l'auteur en contact avec la maison d'édition va le faire traduire, on l'espère, par un être humain. Voilà, tant de possibilités sont ouvertes. Sophie, il y a une dernière question. Une dernière question. Okay. On a le droit ? Oui, merci. Question double. Est-ce que lorsqu'on confie un travail de post-édition à un traducteur, est-ce qu'on lui demande systématiquement un retour, un jugement sur le travail de la machine
à qui il a eu affaire. Et deuxième question, liée, est-ce que vous avez connaissance d'expérience où on confierait la post-édition à une machine? I'm not aware of any practice that the post-editors would be asked to comment on the machine translation quality, but I can well imagine that this would be helpful. And I know that there is some research going on in relation to your second question, but I don't know the details. I just know that this is being looked into, yes. Laura? Pardon. Pour ce que j'en sais, j'ai jamais entendu dire qu'on demandait à des post-éditeurs de commenter la qualité du résultat rendu par la traduction automatique. Mais ça serait utile de le faire. Et pour ce qui est de la deuxième question, je sais qu'il y a des recherches qui sont en train d'être faites là-dessus. Je ne connais pas les détails, mais c'est quelque chose qui est effectivement en train d'être considéré. Oui, et donc moi en Autriche, au tout début de mon activité, j'avais fait une formation avec la Chambre de commerce autrichienne sur l'évolution du marché de la traduction, etc. Et ils avaient parlé effectivement de la mise au point de systèmes de contrôle qualité, donc en fait de relecture, automatisés également. Donc je ne sais pas exactement comment ça marche non plus, c'était pas très approfondi. Mais je me suis beaucoup interrogée sur ce que ça pouvait donner concrètement. Et sinon, j'ai jamais entendu dire qu'on demandait un retour sur la qualité du système de traduction automatique. Par contre, j'aurais voulu dire quelque chose à ce sujet. Ça m'avait beaucoup choqué. Alors c'était en relecture, c'est différent. J'avais travaillé... C'était pas en littéraire, mais j'avais fait de la relecture pour une agence. En fait, elle utilisait son propre système de traduction. Je repassais dans leur machine à eux. Et en fait, on nous demandait, pour chaque segment, parce qu'on traduit par segment hors littéraire, on nous demandait de cliquer sur des trucs pour expliquer de quel type d'erreur il s'agissait, de quel type de correction il s'agissait. Et en fait, concrètement, on était en train de nourrir un algorithme de correction gratuitement. Moi, ça, c'est le gratuitement qui m'a beaucoup choqué. Alors, déjà, on n'était pas formés, on nous a absolument pas expliqué comment ça marchait, et en plus, c'était vraiment gratuit. Et ça, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Bon, merci à tous. Ce qui va être intéressant, c'est qu'une enquête est lancée par ATLF auprès des traducteurs pour leur demander justement, pour qu'on voit un peu l'état des demandes de la part des éditeurs, parce que c'est un peu ce qui nous manque dans cet observatoire. Est-ce qu'il y a en traduction littéraire vraiment déjà des demandes d'éditeurs de post-édition sur des textes littéraires ou de traduction automatique, etc. Donc ce sera vraiment intéressant d'avoir ce résultat et de vous en faire part l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.